Près de 10 000 infractions liées à des actes de cruauté sur des animaux sont recensées chaque année en France. La loi est très clémente pour ceux qui font du mal aux animaux puisque les peines encourues sont au maximum de 1 500 € d'amende. Les animaux de compagnie sont-ils la 5e roue de carrosse en France ? Pourquoi les hommes et femmes politiques se fichent de protéger les animaux ? Que disent les écologistes qu'on n'entend pas beaucoup ? À ces questions répondra Maître Christophe Gérard, un avocat en lutte contre la maltraitance animale. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, c'est parti! Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Aujourd'hui, un sujet qu'on ne traite pas d'habitude, mais on le fait ici. On va parler de la maltraitance animale. La maltraitance animale, ça ne fait pas beaucoup les unes des grands journaux et malheureusement, je ne comprends pas pourquoi, sachant qu'il y a 10 000 infractions par an, 10 000 infractions recensées. J'imagine qu'il y en a plus normalement. Mais avant ça, on va parler avec Maître Christophe Gérard, qui est avocat spécialisé contre la maltraitance des animaux. Mais avant ça, voici la lettre de Géopolitique Profonde, celle de septembre, où vous avez le dernier article de Jean-Michel Vernochet, de Pierre Hilard et de tant d'autres. N'hésitez pas à vous y abonner. Bonjour, cher maître. Bonsoir. Dites-moi, 10 000 actes de cruauté, c'est quand même pas rien par an? Alors, ce n'est pas rien. En même temps, la question, est-ce que ça n'est pas l'arbre qui cache la forêt? Est-ce que finalement, on en connaît beaucoup? Est-ce qu'au contraire, il en reste beaucoup qui ne sont pas élucidés ou qui ne viennent jamais dans les tribunaux? Il est très difficile aujourd'hui de mesurer quelle est l'importance réelle de la maltraitance. Et puis après, il faut se poser la question aussi de savoir de quelle maltraitance parle-t-on. Bah justement, laquelle? Alors, je crois que... Juridiquement, est-ce qu'il y a des différences? Juridiquement, il n'y a aucune différence. Mais je pense pourtant qu'il en est une qui est absolument essentielle, puisque on a une maltraitance qui est commise par un particulier, donc une maltraitance qui est un acte individuel, et je reviendrai sur certains cas dans lesquels j'ai pu intervenir. Donc là, c'est un particulier qui, à un instant T, va commettre un acte de maltraitance. Mais à côté de cette maltraitance, qui, elle, pour le coup, vient assez souvent dans les tribunaux, et quand vous disiez effectivement 10 000 cas, dans ces 10 000 cas, ce sont principalement, en effet, des particuliers qui ont été poursuivis. À côté, vous avez une maltraitance dont on ne parle jamais, et qui est une maltraitance ô combien beaucoup plus dévastatrice, qui est une maltraitance collective. Et quand je dis une maltraitance collective, c'est effectivement toutes les formes de maltraitance qui correspondent à l'organisation d'un système, comme effectivement le système de la société française. Pourquoi ? Eh bien parce que si on parle expérimentation animale, maltraitance. Si on parle filière agroalimentaire, maltraitance. Et si on parle éventuellement cosmétique, même si effectivement des efforts ont été faits, maltraitance. Et vous imaginez bien qu'à côté effectivement de la personne qui a été poursuivie parce qu'elle a maltraité son chien, combien effectivement de veaux, de vaches, de cochons ou de singes subissent au quotidien la maltraitance sans que, bien évidemment, personne ne se préoccupe de leur sort. Alors, comment on l'explique, cette maltraitance? Est-ce que c'est dû au statut juridique de l'animal qui est un objet encore? Alors, on a cette problématique, effectivement, de l'animal-objet, et c'est effectivement quelque chose qui dure. J'ai tendance à dire qu'il y a un côté historique. C'est-à-dire que la maltraitance, elle a toujours existé dans notre société, et ceci depuis des siècles. Il y a quelques siècles, à Rouen, on avait fait le procès effectivement d'une coche et on avait organisé devant des juges effectivement à la fois son procès et ensuite son exécution. Bien, donc c'est quelque chose de très ancien, de très ancré dans notre société. La seule différence, c'est qu'effectivement, il y a 4, 5 ou 6 siècles, c'était une maltraitance effectivement assez limitée. Aujourd'hui, si je reviens sur ce que je vous disais à l'instant même, cette maltraitance collective, on parle de centaines de millions, on parle de milliards d'animaux qui sont chaque année effectivement maltraités.
voire exécutés. Oui, parce que, d'accord, il y a la maltraitance agroalimentaire, mais d'abord, on va parler de la maltraitance individuelle. Malgré tout, nous, en tant qu'individus, nous pouvons faire quelque chose, et nous ne le faisons pas. Nous nous rabattons quand on est stressé, quand on n'est pas bien, quand on a envie de faire le buzz, on se rabat contre des animaux. Par exemple, vous avez plaidé aujourd'hui parce que des chiens ont été brûlés, un autre a été massacré par ses propriétaires, mais ça, je pense qu'il faut pas mettre de côté, même si le côté industriel fait que... Loin de moi l'idée de minimiser ou de dire que cette maltraitance, il ne faut pas effectivement s'en préoccuper. Bien évidemment qu'il faut s'en préoccuper. Et elle est, j'allais dire, la traduction d'un malaise général dans notre société. Brigitte Bardot le disait dans une interview qu'elle a donnée il y a 2 ans, je crois, à de vos confrères. Elle disait qu'effectivement, un pays dans lequel perdurent effectivement des formes de maltraitance, c'est un pays malade. Et je crois qu'elle a complètement raison. C'est-à-dire que si nous ne savons pas avoir une relation normale, respectueuse à l'égard de l'animal, y compris en tant qu'individu, c'est qu'il y a un véritable problème. Alors, quand vous maltraitez un chien, quand vous maltraitez un chat, animal domestique, à votre petit niveau, à votre niveau individuel, vous avez un comportement, en effet, déviant. Il ne faut pas se le cacher, vous avez un comportement déviant. Et après, il y a des conséquences derrière, parce que quand on a un comportement déviant sur des animaux, on a forcément après des comportements déviants sur les êtres humains aussi. Alors aujourd'hui, et vous avez tout à fait raison, aujourd'hui, que ce soit le corps médical, que ce soit effectivement les magistrats, les avocats, les forces de l'ordre, aujourd'hui, nous sommes en mesure effectivement d'affirmer que la maltraitance animale est soit l'antichambre d'une maltraitance qui va s'exercer, d'une violence qui va s'exercer à l'égard d'autres êtres humains, ou elle est effectivement une des composantes d'un comportement violent. Et on le sait particulièrement, les violences faites aux femmes, les violences intraconjugales, les violences à l'égard des enfants sont la plupart du temps aussi liées à des violences qui se sont exercées sur des animaux. Alors, violences qui se sont exercées sur des animaux ou personnes qui ont elles-mêmes connu des formes de violence et qui vont répéter ces gestes violents à l'égard des animaux. On a toutes les formes, on a toutes les possibilités, on a tous les possibles, mais bien évidemment, il y a une très forte corrélation violence animale, violence faite aux hommes. C'est sûr. Alors, vous étiez là, avocat sur une affaire qui est passée là sur Le Parisien. Merci, la technique. Alors, Gordo, là, chien brûlé vif au sèche-cheveux, cherche une nouvelle famille. Alors, racontez-nous un peu comment s'est passée la procédure et comment le propriétaire a justifié d'avoir fait, regardez ces images horribles, comment il a justifié d'avoir brûlé vif son chiot. Alors, on est avec un chiot qui est depuis quelques semaines, effectivement, au sein de sa famille, et sa propriétaire nous explique qu'elle est assez maniaque, qu'elle veut que son intérieur soit toujours propre, et effectivement elle a un chiot. Alors un chiot, au début il faut l'habituer, il faut lui donner effectivement quelques consignes, l'éduquer, hein, il faut l'éduquer. Et Gordo, voilà, il y a des petits problèmes, ça se passe pas toujours aussi bien qu'elle le souhaiterait. Elle veille en revanche à le nettoyer, elle nous dit qu'elle en prend soin, voilà. Et puis un jour elle décide effectivement d'aller laver son chien, elle lave son chien, très bien. Et puis là, elle prend le sèche-cheveux, elle décide en effet de le sécher. Et bien évidemment, le sèche-cheveux produit un effet, voilà, vous savez comment ça fonctionne, hein, il fait chaud. Et elle va finir par complètement brûler l'animal. Les enquêteurs lui ont fait remarquer, mais attendez, l'animal, on a dû l'entendre, il a dû hurler. Ah oui, l'animal, il hurlait. Et pourtant, elle a continué. Donc, elle a avoué. Alors, elle a avoué auprès des enquêteurs. Elle a avoué que oui, finalement, un animal, c'était pas finalement fait pour elle. Elle en voulait plus. Elle avait le souhait de s'en débarrasser. Elle ne l'avait que depuis quelques semaines, hein, mais elle avait le souhait de s'en débarrasser. Mais vous avez un moment, alors je ne sais pas si on peut dire un passage à l'acte conscient, je ne sais pas si on peut utiliser ces termes, mais vous avez effectivement un moment quelqu'un qui bascule dans la maltraitance. Et
comme je le rappelais à l'instant, le chien, il a hurlé, le chien, ça ne lui a pas fait du bien, vous imaginez. Et vous avez effectivement, là, une propriétaire qui a continué à brûler son chien avec son sèche-cheveux. Voilà. Comment expliquer ce comportement ? La propriétaire elle-même, dans l'enquête, ne le justifie pas, ne l'explique pas, hormis, comme je le disais tout à l'heure, par le fait qu'elle soit un petit peu maniaque sur son intérieur. Mais enfin, ça ne justifie pas qu'effectivement on maltraite un animal. Je pense que toutes les personnes qui, à un moment, passent à l'acte, commettent un acte de maltraitance, ont un profond mépris, finalement, pour l'animal. Et je ne sais pas pourquoi cette dame a finalement décidé à un moment d'avoir un chien, mais elle n'a peut-être pas pris cette décision parce qu'elle aimait les chiens. Elle a peut-être pris la décision de prendre un chien parce que sa meilleure amie, elle aussi, avait un chien. Ou parce que le chien, elle l'avait trouvé sympa, mignon, joli. Mais on se pose la question, on se dit, faire hurler un chien, maltraiter un chien, si vous ne méprisez pas l'animal, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, on a, et je crois que c'est, dans une société comme la nôtre, c'est une notion qui est très présente, c'est cette idée de mépris de l'animal. Et alors, vous avez des gens qui vont mépriser, mais qui resteront, j'allais dire, très pacifistes. Et puis, vous avez des gens qui méprisent les animaux et qui n'hésiteront pas forcément, effectivement, à les violenter. Mais je vais vous dire une chose, quand on violente de cette façon un animal, on peut le faire sur un enfant, sur une personne âgée, sur un être humain. En tout cas, on le fait souvent sur quelqu'un de plus faible. Ça, c'est une réalité. Et parfois, pas toujours, mais parfois on dépasse, je veux dire, on passe la frontière de l'animal à l'être humain. Et ça arrive assez souvent pour le coup. C'est-à-dire qu'on pourrait le faire. C'est-à-dire que derrière ça, la personne a quelque chose qui ne tourne pas rond. Hein. L'animal, vous avez tout à fait raison. L'animal peut être un banc d'essai. L'animal peut être un banc d'essai. On va s'essayer sur l'animal. Et puis peut-être un jour, effectivement, ce sera un enfant. Ou peut-être un jour, ce sera une personne âgée. Ou peut-être un jour, ce sera son conjoint. Oui, tout à fait. Non mais je parlais tout à l'heure de comportements déviants. Je crois que, voilà, on est dans le cœur du sujet. Ce sont des comportements déviants. On n'a pas, vis-à-vis d'êtres vivants, l'animal est un être vivant, on n'a pas, vis-à-vis d'êtres vivants, à avoir ce genre de comportement. Et dans les êtres vivants, il y a les animaux, et puis il y a nous. Et on se dit que si un jour, on se sent capable d'avoir un tel comportement vis-à-vis d'un animal, eh ben finalement, pourquoi pas essayer un jour aussi sur un être humain ? Alors, il y avait une deuxième affaire, mais je ne vais pas montrer les images, je vous le dis, parce que elles sont trop horribles, d'un chien qui a été massacré. J'imagine que c'est des choses que vous voyez tous les jours. Vous plaidez souvent ce type d'affaires, du coup ? Alors, la maltraitance ou les violences envers les animaux, c'est ce que nous, dans notre jargon magistrat, avocat, on appelle une forme de violence du quotidien. C'est une violence du quotidien, du reste les forces de l'ordre le disent aussi. C'est-à-dire que il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours. Dans tous les tribunaux de France et de Navarre, on plaide tous les jours sur ce type de dossier. Donc, c'est une violence... vous le rappeliez tout à l'heure avec les chiffres, c'est une violence, la gendarmerie a publié des chiffres, c'est une violence qui a véritablement explosé. Alors, elle a explosé où on connaît aujourd'hui davantage, effectivement... Depuis quand ? On considère de manière très, très générale, très globale, on considère qu'au cours des 10 dernières années, le nombre de dossiers qui sont venus, notamment devant les tribunaux, sur des sujets de maltraitance a totalement explosé. Et au cours des 2 ou 3 dernières années, on voit qu'effectivement, on a une courbe ascendante du nombre de dossiers qui sont traités. Mais j'ai l'impression que la société, qui n'est déjà pas très bien, va de plus en plus mal, et il y a une accélération de ce mal, c'est mon avis, depuis la crise sanitaire. C'est l'impression que ça me donne. Je le vois dans la vie de tous les jours, l'agressivité des gens. Voilà, vous confirmez sur les chiffres avec les animaux. Mais qu'est-ce que ça dit de notre société ? Dans quelle société vivons-nous et quelle société allons-nous donner à nos enfants ?
vous posez une question très pertinente et là je ne sais pas si effectivement j'ai les réponses à vous apporter. Moi j'ai souvent envie de plaider, alors vous me direz c'est mon métier, mais j'ai souvent envie de plaider pour que l'on retrouve une forme d'harmonie, pour qu'on essaye de retrouver une forme d'harmonie, parce que je pense que cette terre sur laquelle nous vivons, nous la partageons avec d'autres êtres humains, nous la partageons avec les animaux, et puis, oui, il y a des végétaux aussi, donc on a besoin des végétaux. Et le seul problème, c'est que on est peut-être arrivé à un moment, une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais on est peut-être arrivé à un moment où l'homme, à force de vouloir asseoir sa suprématie, notamment sur le règne animal et notamment sur le règne végétal, à force de vouloir asseoir cette suprématie, on est arrivé à considérer que tous les coups étaient permis, on peut tout faire, sauf que aujourd'hui, on est en train de le payer de façon très lourde et très chère. Alors, pas revenir sur le débat du changement climatique ou des choses comme ça. Je ne suis pas compétent pour parler de ces problèmes-là. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'on est aujourd'hui, je ne sais pas si on est au paroxysme d'une forme ou d'une déformation du rapport homme-animal-végétal, mais on n'arrive plus aujourd'hui à fonctionner en harmonie. Il y a vraiment ce problème-là, je crois, dans notre société. On n'arrive plus à fonctionner en harmonie. On n'arrive plus à admettre que l'homme a besoin des animaux, l'homme a besoin des végétaux, et pas simplement pour se nourrir, pas simplement pour les exploiter. Non, on en a besoin parce qu'ils participent aussi du fonctionnement de la terre sur laquelle nous vivons. Mais vous savez, on parle pas beaucoup je trouve, de la maltraitance animale. Alors, quand on parle d'environnement, d'écologie, on parle plutôt des gaz à effet de serre, mais de la faune et de la flore, on en parle peu. Comment vous expliquez justement que les animaux, cette maltraitance, sont les parents pauvres, ne serait-ce que dans notre société, mais aussi des hommes et femmes politiques qui se disent écologistes? Alors, ça nous ramène à ce que je vous disais au début de notre entretien, à savoir que il y a la maltraitance qui est commise par les particuliers, et puis on a une autre maltraitance dont on parle très peu, qui est la maltraitance collective, qui est la maltraitance organisée, et qui effectivement est une maltraitance qui se protège, une maltraitance qui se protège totalement. Une maltraitance qui se protège totalement, parce que si je vous dis demain arrêtons l'expérimentation animale, ou si je vous dis demain modifions totalement les conditions d'abattage des animaux, vous comprenez bien qu'il y a un certain nombre d'intérêts économiques qui vont être durement affectés. Je ne crois pas politique. Alors, pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi je ne crois pas politique, parce que je considère qu'en réalité, il y a une organisation, on va dire, principalement économique. Cette organisation économique a fait en sorte d'asservir complètement les animaux dans différentes filières et pour différents usages, la médecine, l'alimentation ou autre. Et je pense que derrière, les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques, ne font que protéger ces intérêts qui, effectivement, attendent des pouvoirs publics que, en effet, on ne remette pas tout en cause et qu'ils puissent continuer leurs activités sans trop de heurts. Oui, mais quand on est écologiste et qu'on ne demande pas, je vais être un peu piquant là sur cette question, et qu'on ne demande pas, par exemple, la fin de l'abattage rituel, c'est de la politique, non ? Dans quel sens doit-on prendre les choses ? Est-ce que c'est d'abord, effectivement, l'intérêt économique qui prime et ensuite, en effet, des considérations politiques, ou est-ce que c'est l'inverse ? Vous avez tout à fait raison. Je vais reprendre un fait qui s'est déroulé au cours de la semaine passée, où nous avons 3 députés LFI qui sont montés au créneau pour défendre l'abattoir de Limoges. Alors l'abattoir de Limoges, c'est
je l'ai appris à cette occasion, un des principaux abattoirs de France, le plus gros abattoir dans une région d'élevage, le Limousin, et il y aurait quelques problèmes effectivement de gestion a priori sur cet abattoir, comme dans beaucoup d'abattoirs hein, du reste, mais il y aurait des problèmes de gestion. Et ces 3 députés sont montés au créneau pour défendre l'emploi, pour défendre la filière agroalimentaire, pour défendre, bref, des intérêts économiques. À aucun moment, l'un ou l'autre de ces parlementaires n'a cru devoir se poser la question de la maltraitance, du bien-être animal et du est-ce qu'on pourrait faire autrement ? Est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose d'autre ? Donc si vous voulez, on est, je le répète, on est avec un système qui fonctionne maintenant depuis des dizaines d'années. Globalement, si vous voulez, ce système, notamment pour parler de la filière agroalimentaire, c'est un système qui se met en place avant la guerre. Après la guerre. Avant la guerre, rien, on consomme de la viande, mais la consommation est somme toute effectivement une consommation assez marginale, assez résiduelle. Il n'y avait pas de viande dans les assiettes des Français tous les jours avant-guerre. Après-guerre, on décide effectivement que la viande devient un produit... Pourquoi on le décide ? Parce qu'il y a des lobbies derrière ? Alors... Je ne suis pas très jeune, mais ne m'en veuillez pas, je n'y étais pas. De ce que je comprends, effectivement, on trouve effectivement une très bonne filière et on se dit, là, il y a de l'argent à faire. C'est pas quoi plus... C'est-à-dire que c'est le capitalisme mondialisé qui dit voilà, il faut vendre aux gens beaucoup plus de viande après-guerre qu'on l'a fait avant-guerre. Il ne vous aura pas échappé que notamment l'agriculture est passée d'un modèle de l'agriculture vivrière, c'est ce qu'on connaissait encore en France jusqu'à la période à peu près d'avant-guerre. On était dans cette agriculture vivrière, une agriculture qui travaillait avec des dimensions relativement réduites. On est passé à une agriculture qui est devenue une agriculture de masse. Aujourd'hui, regardez quelle est la dénomination du ministère de l'Agriculture. Alors, on ne sait pas si elle va changer, mais c'était quand même ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Enfin, voilà. Donc, c'est quand même effectivement quelque chose de très fort. On en fait un symbole, on en fait une image. Et le ministre de l'Agriculture, qui était en place jusqu'à la période récente, n'avait de cesse de dire que parmi ces combats, il y avait celui de la souveraineté alimentaire. Et il fallait absolument que la France produise, de manière à ce qu'on ne manque de rien. À partir de là, bien évidemment, vous créez un modèle. On ne sait pas si c'est le besoin qui finalement va créer l'offre, si c'est l'inverse ou autre, mais on est dans un engrenage où on développe. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.